Donc, nous allons commencer effectivement par nous présenter. Donc, je commence. Donc, Anne-Laure Hébert, je suis infirmière en santé au travail dans l'équipe du docteur Gagnepin, pour ceux qui connaissent. Donc, je participe au suivi de l'état de santé des salariés, donc on est référent. Ah ben oui, les budgets 2024, ah ben oui. Là, on est quasiment fin octobre, ouais. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Parce que du coup, on entend tout le monde et c'est pas très agréable. Merci beaucoup. Donc, Laetitia Texera, je suis infirmière santé publique et avec des missions transverses, notamment, je suis conseillère en nutrition et chargée de projet en santé publique. Donc je m'occupe des projets de santé publique au sein de la PST 18, avec, entre autres, le docteur Gagnepin, qui est médecin référent des projets de santé publique, et sur Bourges. Et puis sur Vierzon, il y a aussi le docteur Réau. Donc le sommaire de ce webinaire, donc on va tout d'abord commencer par une définition du cancer. Ensuite, on fera un peu d'épidémiologie avec quelques chiffres. Les facteurs de risque. On abordera le dépistage organisé et individuel, avec les différentes étapes du dépistage organisé, les conditions du dépistage individuel, et puis bien sûr les symptômes évocateurs du cancer du sein. On abordera également les traitements et les effets secondaires. Et en dernier point, le maintien en emploi, qui est aussi très très important dans ces pathologies. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous les poser, vous levez la main ou vous interposez, il n'y a pas de problème, on peut, ça sera un échange, ça sera beaucoup plus agréable. Donc, petite définition, donc le cancer, en fait, c'est causé par un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et puis, du coup, qui forment une masse, une petite masse qu'on appelle donc la tumeur. Il y a différents types de cancers. Ils n'évoluent pas de la même manière. Donc, on a certains qui évoluent rapidement, donc qui sont dits agressifs, et puis d'autres cancers qui évoluent plus lentement. Donc, Anne-Laure va vous présenter les différents types de cancers. Donc, on retrouve les cancers non invasifs, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses n'envahissent pas les autres organes du corps. Donc, les cellules restent vraiment localisées au niveau de la tumeur. À côté de ça, on a donc les cancers qu'on appelle invasifs. Donc là, la tumeur, les cellules cancéreuses vont s'étendre un petit peu pour atteindre des tissus qui entourent les lobules ou les canaux, de là où le cancer a pris naissance initialement. On a ensuite ce qu'on appelle les cancers hormonodépendants. Donc les tumeurs hormonodépendantes, elles se forment principalement dans les tissus dont le fonctionnement est régulé par les hormones. Donc les cellules cancéreuses sont sensibles du coup à certaines hormones sexuelles, ce qui favorise le développement de la tumeur. Et puis on a aussi les cancers génétiques, donc avec les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Donc dans ces cas-là, il y aura des tests qui seront faits, qui peuvent être faits pour voir si la famille est porteuse de ce gène. Donc, on a à peu près 59 000 nouveaux cas de cancer du sein en France par an. Donc, il faut savoir que c'est le premier cancer féminin et le deuxième, tous sexes confondus, après celui de la prostate. Un tiers donc, de ces cancers du sein, donc le cancer du sein, représente un tiers des nouveaux cancers chez la femme. Il y a à peu près 3059 décès par an liés au cancer du sein qui seraient évités en France, donc notamment grâce au dépistage organisé. Donc 6 cancers sur 10 sont diagnostiqués à un stade précoce et 99% des personnes atteintes d'un cancer du sein y survivent lorsqu'il est diagnostiqué justement à ce stade précoce.
Il faut savoir quand même que ce chiffre de décès évités pourrait être augmenté, parce qu'il n'y a qu'une femme sur 2 qui se ferait dépister en recevant le courrier. Et 80% des cancers se déclarent après 50 ans. Donc, dans les facteurs de risque, du coup, on retrouve l'âge. Donc, 80% de ces cancers, comme je viens de vous le dire, se déclarent après l'âge de 50 ans. Il faut savoir que c'est très rare avant 35 ans et assez exceptionnel avant l'âge de 20 ans. Dans les facteurs de risque, on retrouve aussi le mode de vie, donc par exemple la consommation d'alcool, le tabac, le surpoids et puis le manque d'activité physique qui représenterait donc pour le manque d'activité physique 21% des cancers du sein. Tous ces facteurs de mode de vie sont donc évitables parce qu'ils sont liés quand même à notre comportement. Donc en adoptant certains comportements, on aurait donc limité le risque de cancer. Mais sachant effectivement que, alors on parle effectivement là du cancer du sein, néanmoins, il y a d'autres cancers qui peuvent être évités. Voilà, 40% des cancers en général pourraient être évités si le mode de vie était beaucoup plus sain. Donc voilà, tout ce qu'Anne-Laure vient d'énumérer, consommation d'alcool, tabac, donc alimentation saine et équilibrée, du coup on éviterait les surpoids, et puis le fait de pratiquer une activité physique régulière. Donc 40% des cancers en général pourraient être évités. C'est vrai que c'est assez énorme quand même. Et sur l'activité physique, c'est 30 minutes par jour à peu près? Voilà, l'activité physique, effectivement, c'est 30 minutes par jour minimum, donc d'activité physique modérée à intense quand même. Et puis, donc faire aussi du renforcement musculaire, donc ça c'est important aussi. Ou alors 70 minutes 3 fois par semaine au moins. C'est ce qui est préconisé. Donc on continue avec les facteurs de risque. Donc on peut avoir aussi les antécédents médicaux personnels et familiaux qui rentrent en compte. Donc effectivement la récurrence des cancers du sein ou de l'ovaire dans la famille. 5 à 10% des cas sont liés à des prédispositions génétiques, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux gènes BRCA1 et BRCA2. Et puis aussi les femmes ayant eu un cancer du sein ou de l'ovaire ou de l'endomètre, ou certaines affections du sein, ont un risque plus élevé au même âge de développer un cancer du sein qu'une autre personne qui n'en a jamais eu. Et puis aussi on retrouve l'histoire personnelle, donc par exemple l'apparition précoce de la puberté. Donc, quand on dit précoce, ce serait avant 8 ans. Et puis une ménopause tardive, donc après 55 ans. Parce qu'en fait, on est exposé plus longtemps, sur une plus longue période, aux œstrogènes, qui influent du coup sur le cancer du sein. Et puis aussi l'âge de la première grossesse ou l'absence de grossesse. Et on note aussi une propagation plus élevée, donc un risque de propagation plus élevé dans les 5 ans après une grossesse. Juste pour revenir sur le mode de vie, donc le tabac, petit rappel, effectivement, donc il y a le tabac à éviter et il y a le mois sans tabac bientôt, prochainement. Donc pareil, c'est important si vous voulez aller sur le site du mois sans tabac. Ils accompagnent très bien les gens et avec des messages tous les jours pour une aide à l'arrêt du tabac. Petit aparté. Donc on va continuer avec le dépistage organisé, donc qui permet à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Donc 50 ans, on l'a vu, parce que 80% des cancers du sein se développent après l'âge de 50 ans. Et donc ce sont des personnes pour le dépistage organisé qui ne présentent pas de risque particulier. Les personnes qui présenteront un risque particulier seront plutôt dans le dépistage individuel qu'on verra après. Donc ces personnes-là peuvent bénéficier d'une mammographie tous les 2 ans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près une femme sur 2 se fait dépister à l'issue de la réception de ce courrier, donc ce qui représente 50,6% de la population cible. Oui, une femme sur 2 à peu près. Donc l'invitation, donc à partir de 50 ans, vous la recevez tous les 2 ans. Donc la population cible reçoit ce courrier via un fichier en fait qui est transmis par les régimes d'assurance.
avec ce courrier, vous avez la liste des radiologues agréés, donc pour aller faire cette mammographie. Donc, il y aura aussi une fiche de renseignement qui sera à remplir avec les antécédents personnels et familiaux. Donc, il faut savoir que c'est un examen qui est pris en charge à 100% sans avance de frais. Et il y aura aussi un examen clinique qui sera fait par le radiologue. Et puis, il y aura après une autre lecture par un autre professionnel. On va passer sur la diapo. Donc, sur 1000 femmes dépistées, 910 de ces femmes n'auront aucune anomalie détectée lors de cet examen. Donc, il y aura une anomalie pour 90 femmes. Sur ces 90 femmes, il y aura 83 femmes pour qui il n'y aura pas de confirmation de cancer, donc soit après un suivi ou après des examens complémentaires dont je vais vous parler juste après. Et donc, sur 7 femmes sur 1000, il y aura la confirmation d'un cancer, donc qui seront accompagnées par la suite par une équipe spécialisée. Donc, il y a quand même 993 femmes qui n'auront pas de cancer du sein détecté lors de ce dépistage. Donc, on va revenir sur les examens complémentaires. Donc, si à l'issue de la première mammographie, il y a une anomalie détectée, il peut y avoir derrière une biopsie, une échographie pour confirmer l'anomalie et déterminer la nature. Et ensuite, le médecin peut suggérer une surveillance plus rapprochée, donc via un dépistage individuel. Donc, le dépistage individuel, donc, comme le disait Anne-Laure, en fait, il s'adresse aux personnes, aux femmes qui ont des facteurs de risque importants et qui donc, nécessitent une surveillance plus rapprochée. Donc, les personnes qui effectivement ont fait leur dépistage individuel, par exemple, et le médecin demande par la suite un dépistage, des examens plus rapprochés, ou alors des personnes qui, du coup, ont des antécédents familiaux, par exemple, voilà, où il y a déjà eu des cancers du sein dans la famille, des cancers gynécologiques aussi, puisque une femme qui a eu un cancer du col de l'utérus ou alors cancer de l'endomètre ou autre, sera forcément mis dans un dépistage individuel. Voilà. Les médecins, le gynécologue demandera des examens avant, plus approfondis et avant une certaine date. Et ensuite, on a donc le dépistage donc à partir de 25 ans, donc qui est préconisé pour toutes les femmes à partir de 25 ans, avec frottis et puis examen clinique mammaire, hein, donc qui est effectué par le médecin traitant ou alors le gynéco ou la sage-femme, voilà, selon son suivi, le suivi personnel. Donc c'est ça rentre dans le dépistage individuel. Avez-vous des questions par rapport à ça, déjà? Non? On peut poursuivre? Bon. Du coup, ce qui est important, et c'est vrai que donc les médecins, les gynécologues, normalement, le disent à chaque fois quand on consulte, hein, ce qui est très important, en fait, c'est l'autopalpation. C'est le geste, le premier geste, voilà, dans la prévention du cancer du sein, qui est très important. Après, effectivement, c'est pas parce qu'on va faire l'autopalpation qu'on ne doit pas se rendre chez son médecin ou gynécologue. La consultation est annuelle, mais entre-temps, effectivement, en tant que femme, on doit faire l'autopalpation pour vérifier s'il n'y a pas des anomalies. Donc, la première étape de l'autopalpation, c'est l'observation. Donc, de préférence, effectivement, quelques jours après les cycles menstruels, puisqu'effectivement, quand on a un cycle menstruel, voilà, notre poitrine est différente, les seins sont différents. Donc, quelques jours après, donc face à un miroir, et puis voilà, regarder s'il y a des anomalies particulières qu'on n'aurait pas habituellement. Donc, inspecter voilà, les deux seins. L'étape numéro 2, donc la palpation. La palpation, elle se fait de cette manière. Donc, on prend les bouts des doigts et puis on palpe tout autour de la poitrine. Donc, le sein opposé, main droite, sein gauche, et on tourne tout autour. Si on le verra après, Anne-Laure vous expliquera bien, mais si on sent quelque chose d'anormal, qu'il n'y a pas habituellement, voilà, il faut nous amener à consulter.
Ne pas oublier sous les aisselles également. Pareil, il peut y avoir une petite grosseur. Donc, il faut bien le faire sous les aisselles également. Et puis, dernière étape, le mamelon. Donc, on presse délicatement le mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement anormal qui se produit. Et ensuite, on recommence avec l'autre sein, pardon. Et Anne-Laure va vous expliquer du coup maintenant les symptômes évocateurs du cancer du sein, donc à quel moment est-ce qu'il faut vraiment consulter pour le coup. Voilà, donc quand vous faites l'autopalpation, donc je vais vous donner un petit peu les éléments qu'il faut regarder et qui peuvent vous amener à consulter. Donc par exemple au niveau du mamelon, donc faut être bien vigilant s'il y a un changement de taille ou de forme. S'il y a un écoulement, comme vous le disiez Laetitia, donc en essayant de presser un petit peu, alors il ne faut pas se faire mal non plus, il faut y aller doucement. Et puis s'il y a une modification au niveau du mamelon ou au niveau de l'aréole. Au niveau des seins, donc il faut surveiller l'apparition d'une masse qui serait anormale, même si elle est indolore. Il peut y avoir aussi un creux ou un repli qui peut se former au niveau de la peau, notamment aussi une rougeur, un épaississement de la peau, un effet peau d'orange. Et puis ensuite au niveau des aisselles, donc bien vérifier s'il y a une modification au niveau des ganglions, si vous trouvez une masse donc entre l'aisselle et le sein, y compris sous l'aisselle, et aussi au niveau du cou. Donc on va vous parler un petit peu des traitements et des effets indésirables. Donc c'est important de connaître les effets indésirables des traitements, notamment pour le retour à l'emploi ou le maintien dans l'emploi. Donc au niveau des traitements, on retrouve en premier lieu la chirurgie, donc qui peut être juste une ablation de la tumeur, et parfois il y a une ablation totale du sein. Ensuite, et des ganglions aussi, c'est vrai. Et ouf, oui. Ensuite, il peut y avoir donc la radiothérapie qui peut être associée à la chirurgie. Donc, ça peut être avant la chirurgie pour réduire la masse ou après la chirurgie, pour éviter le risque de récidive, ainsi que la chimiothérapie qui peut être aussi avant ou après, donc pour réduire la masse ou aussi pour réduire le risque de rechute. On retrouve donc pour les cancers hormonodépendants l'hormonothérapie, qui a pour but d'empêcher les hormones de stimuler la croissance des cancers. Et puis la thérapie ciblée. Donc c'est un traitement qui est beaucoup plus dirigé contre les cellules tumorales. Donc dans les effets indésirables, on retrouve en premier lieu la fatigue, qui peut être secondaire justement à une anémie. Donc l'anémie, c'est la baisse des globules rouges. On retrouve aussi des douleurs musculo-squelettiques, donc qui peuvent être musculaires ou articulaires. Les bouffées de chaleur, notamment par rapport à la prise de l'hormonothérapie, donc des sueurs nocturnes aussi et des troubles de l'humeur. Voilà, il peut y avoir aussi une prise ou une perte de poids. Et puis on retrouve aussi donc des effets gastro-intestinaux, donc à type de nausées avec la chimiothérapie aussi. Et puis une alopécie aussi qui peut être liée donc la perte des cheveux, des problèmes aussi au niveau des ongles. Et puis on peut retrouver avec la radiothérapie un œdème au niveau du sein ou un érythème. Il faut savoir aussi qu'avec on ne l'a pas noté, mais avec l'ablation de la chaîne ganglionnaire, on peut retrouver un lymphœdème au niveau du bras, donc qui peut être assez douloureux, qui peut amener à des séances de kiné. Et pourquoi pas le port aussi d'un manchon pour comprimer un petit peu, pour réduire cet œdème. Donc, pour le coup, effectivement, là, il y a des choses qui sont très importantes. Donc, on a pu le voir avant, donc la prévention, l'intervention, enfin, les interventions, les thérapeutiques. Après, il y a voilà, le maintien en emploi, donc le retour en emploi après tout ça. Et c'est très important aussi pour le salarié lui-même, dans un premier temps. Voilà, parce que voilà, le cancer touche la personne, le salarié lui-même, mais ça touche aussi l'entreprise dans son organisation et puis voilà, économiquement aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut accompagner le salarié dans un premier temps, mais l'entreprise également.
Le maintien en emploi, en fait, ça va participer donc, au mieux-être du salarié. Ça va éviter effectivement l'isolement social, puisque c'est vrai qu'après une pathologie, après tous ces chirurgies ou autres, peu importe, les personnes peuvent se retrouver en isolement. Donc là, le fait d'accompagner le salarié au maintien en emploi, ça va éviter effectivement l'isolement social. Ça permet également de contribuer, pour le coup, donc on n'oublie pas les entreprises, aux performances économiques de l'entreprise. Les conseils qu'on peut éventuellement donner pour le retour à l'emploi, c'est effectivement, alors bon, déjà dans un premier temps, en amont de tout ça, c'est prendre le temps d'accepter la maladie, puisqu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent être, qui sont difficiles à vivre. Donc après, se faire accompagner. Donc il y a différentes structures qui peuvent accompagner les personnes et les conseiller. Donc Ligue contre le cancer, le cercle familial aussi qui peut être très important, les suivis aussi psychologiques qui peuvent être proposés également. Et donc, ce qui semble important aussi, c'est de maintenir le lien avec l'entreprise. Donc, pour le coup, avec le biais de rendez-vous de liaison qui peut être demandé, ou alors donc d'anticiper effectivement cette reprise au travail avec une visite de pré-reprise pour s'assurer que l'état de santé du salarié est compatible avec le poste, et puis pour le coup, adapter le poste au salarié. Donc, en sachant que la visite de pré-reprise, elle se fait uniquement donc, avec le médecin du travail et le salarié, alors que le rendez-vous de liaison, il peut se faire avec l'employeur. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est le fait de faire effectivement donc, une visite de pré-reprise peut aller par la suite vers un rendez-vous de liaison, ou le rendez-vous de liaison peut après déboucher sur une pré-visite, une pré-reprise, pardon. Voilà, c'est vraiment... peu importe en fait le sens dans lequel sera pris ces rendez-vous, mais c'est très important d'y penser, et le fait de maintenir le lien avec l'entreprise, d'assurer ce rendez-vous de liaison peut être très important pour effectivement déjà avoir échanger avec l'employeur. Alors effectivement, on n'est pas censé, le salarié n'est pas censé énoncer ses problématiques de santé. Néanmoins, le fait de maintenir ce lien pour que l'employeur puisse faire en sorte que le salarié travaille dans de meilleures conditions semble quand même très très important. Mais ça reste un choix du salarié. Les acteurs du maintien en emploi, alors effectivement, comme l'acteur principal, le salarié, forcément, l'employeur. Il va y avoir aussi médecin traitant et spécialiste, puisqu'effectivement, il peut y avoir une reprise, mais avec la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Donc c'est vrai que si le temps partiel thérapeutique est sollicité et demandé, eh bien pour le coup, il va y avoir aussi il peut y avoir aussi d'autres acteurs sollicités. Voilà. Donc il y a la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT, Cap Emploi, qui pourra aider à la mise en place de certains à la mise en place d'aménagement, au sein de l'établissement pour le salarié. Donc, bien sûr, le service de santé au travail et la MDPH, si les personnes demandent notamment une reconnaissance de travailleur handicapé. Et puis, la cellule PDP qui, pour le coup, participe, donc les cellules PDP de prévention de désinsertion professionnelle, qui sont là pour aider le salarié à faire en sorte qu'il n'y ait pas de désinsertion professionnelle. Donc l'employeur peut solliciter les cellules PDP également. Nous avons la chance aujourd'hui en fait d'avoir Madame Cathy Laguerre qui va nous donner qui va nous faire un petit témoignage pour le coup, qui va nous raconter son histoire personnelle. Donc c'est une dame qui a eu, il y a eu un cancer du sein diagnostiqué. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment très ouverte avec ça, très à l'aise avec sa pathologie.
Et je me suis dit effectivement que ça serait plutôt bien qu'elle puisse venir nous présenter un petit peu voilà, la manière dont elle a réagi face à ça, et face à l'annonce. Et puis après, auprès de son employeur, comment elle a pu mettre les choses en place et puis poursuivre son travail. Voilà. Donc elle va vous expliquer un petit peu. Et si vous avez des questions par la suite, elle vous y répondra avec plaisir. Je vous laisse la parole, Madame Laguerre. Bon, je vous remercie. Donc, moi, j'ai eu un diagnostic en fait de Amélie. En fait, j'ai reçu un courrier pour faire une mammographie à 50 ans. Donc j'y allais tout à fait sereine puisque j'avais fait une mammographie à 45 où j'avais pas eu de soucis particuliers. Et donc ils m'ont détecté une petite tumeur de 3 mm. Donc 3 mm, c'est tout petit, hein. Donc 10 jours, ça c'était en février. Donc 10 jours après, j'ai eu la microbiopsie. Donc ils prélèvent une partie en fait de la tumeur pour vérifier si c'est cancéreux et quel est le type de cancer. Donc 1 mois après, j'ai eu le résultat où donc c'était un cancer infiltrant, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, qui nécessitait donc une chirurgie. Donc ça, c'était au mois de mars-avril. J'ai été opérée donc fin mai. Donc une tumérectomie, donc ils m'ont enlevé 25 grammes hein, au niveau de la tumeur du sein et ils m'ont enlevé des ganglions qui s'appellent des ganglions sentinelles pour vérifier si oui ou non le cancer en fait était parti ailleurs et s'était développé ailleurs. Donc du coup au mois de juin, on m'a donné les résultats des analyses qui ont été faites. Donc j'ai beaucoup de chance, je n'ai pas eu de chimio puisque le cancer était localisé uniquement sur le sein. Par contre, lorsqu'on m'a opéré, il était passé à 6 mm, donc en 3 mois, en fait, il avait doublé de volume. Donc voilà. Donc j'ai été opérée au mois de mai. Au mois de juin, donc j'ai eu les résultats. J'ai fait toute la radiothérapie cet été sur juillet, août, avec des petits soucis, on en parlera si vous voulez ou pas. Et là, donc comme mon cancer était hormonodépendant, j'ai démarré l'hormonothérapie et pour l'instant, je croise les doigts, je n'ai aucun effet secondaire. Donc par rapport à mon employeur, dès que j'ai eu les résultats en fait, de la microbiopsie qui me disait que j'allais sûrement avoir des soins, donc j'ai prévenu donc mon responsable, mon directeur, l'infirmière de l'entreprise. J'ai aucun tabou là-dessus, je l'ai pris assez bien. J'ai même, été un peu le porte-parole du diagnostic, dans l'entreprise, parce que je suis allée voir toutes les femmes qui avaient mon âge ou un peu plus jeunes pour leur dire: «Faites-vous diagnostiquer» parce que je me dis: «Je l'aurais pas fait». Il faisait 3 mm, 6 mm 3 mois après, je l'aurais fait l'année prochaine, je ne sais pas combien de centimètres on aurait été, quoi. Donc voilà, donc je n'ai eu que 5 jours d'arrêt suite à la chirurgie. Après j'ai eu des aménagements de temps de travail par rapport à la radiothérapie puisque j'avais des séances à des horaires, un peu des fois, pendant mes temps de travail, donc ça on m'avait laissé partir en fait, il n'y a pas eu de souci pour ça. Et là, sur l'hormonothérapie, on attend de voir si je vais avoir des effets secondaires ou pas, avec possibilité peut-être, de mettre en place du télétravail si jamais ça va pas ou des aménagements de poste. Donc moi je travaille, donc j'ai un poste, assez bureautique, hein, je suis, coordinatrice performance et sécurité. Par contre je travaille parfois le week-end, donc pendant la séance de radiothérapie, en fait, c'est mes collègues qui ont pris ma place, donc gentiment pour m'éviter en fait d'avoir plus de fatigue. Donc la radiothérapie m'a énormément fatiguée. Il y a eu beaucoup de brûlures, hein, même si j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit et en fait, j'ai fait une réaction allergique à une crème, donc du coup qui a amplifié en fait la douleur et la fatigue. Donc aujourd'hui, moi je vais très bien. Je suis tout à fait, sereine sur la suite. J'en parle ouvertement, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à comment a réagi mon employeur. Bon, franchement très bien, vu comment ça s'est passé. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir, quelqu'un qui alors j'ai toujours un cancer, hein, je considère que je ne suis pas en rémission puisque là je vais avoir 5 ans d'hormonothérapie, donc je verrai dans 5 ans si, ça va mieux ou pas. Voilà. merci beaucoup, Madame Laguerre, pour Merci. vos témoignages.
on peut voir effectivement hein, l'importance du diagnostic précoce. Voilà, le dépistage est fait, il y a un diagnostic très précoce, 3 mm, et pour le coup, voilà, le fait de prendre ça très tôt est plutôt bénéfique dans ce que j'entends, dans ce que vous avez pu nous dire. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à votre employeur, Madame Lagarde, est-ce que vous aviez fait un rendez-vous, vous avez demandé un rendez-vous de liaison ou pas? Sur 3 jours. Ah non, pas du tout. Moi, C'était 3 jours. Oui. Ah, pardon, oui. Pardon. J'avais plus retenu vos jours d'arrêt, excusez-moi. Ouais, j'ai eu 5 jours d'arrêt en fait suite à l'opération. Donc non, j'ai pas eu du tout de liaison. Moi, ça a été des face à face en fait, puisque je suis revenue très rapidement. Par contre, quand j'ai été opérée, il y a ma directrice qui m'a envoyé beaucoup de messages pour savoir comment j'allais et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de bienveillance en tout cas sur le diagnostic et puis le derrière, quoi. Donc, voilà. Et il y avait eu un suivi de temps partiel. Vous aviez repris à temps partiel, hein, c'est ça? Ah non, j'ai pris à plein temps. Ah d'accord. Là, je suis à plein temps. J'ai repris depuis donc début juin. J'ai jamais été arrêtée depuis, quoi. D'accord. Mais je considère que j'ai beaucoup de chance, hein. Faut savoir aussi que s'il y a une reprise à temps partiel, on peut aussi accompagner hein, cette reprise à temps partiel avec un suivi pour voir si le poste de travail n'est pas trop pénible, savoir comment ça se passe en vue d'augmenter un petit peu le temps de travail ou de le réduire si ça ne va pas. Avez-vous des questions? Donc, on va attendre un petit peu. Si vous avez des questions par la suite ou s'il y a des choses que vous voulez aborder plus personnellement, vous pouvez nous laisser vos coordonnées aussi. On en parlait tout à l'heure, enfin j'en parlais tout à l'heure du webinaire, enfin de la prévention du tabac. Effectivement, donc nous avons un webinaire qui se déroulera le 9 novembre de 11h à midi. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ce webinaire. Vous avez également un lien qui vous permet de répondre à un questionnaire de satisfaction. Alors, attendez que je vérifie. Est-ce que vous le voyez? Normalement, il doit y être... Alors, on a une question. Bonjour, le temps de trajet est-il pris en compte sur la difficulté de reprise du travail après un arrêt pour cancer? Oui, bien sûr. Alors, ça peut faire partie effectivement des aménagements. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est important voilà, de prendre contact avec votre service, avec votre médecin du travail, puisqu'effectivement, alors, si alors, voilà, il y a 1 heure de route, que c'est quelque chose qui est fatigant, peut-être qu'il peut y avoir du télétravail de mis en place si c'est un poste administratif, ou après, voilà, enfin, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc, il est important effectivement d'en parler avec votre médecin du travail. Et sur une reprise à temps partiel, on en tient compte aussi, savoir si on réduit le nombre de jours travaillés ou le temps de travail quotidien. Voilà. On n'a pas les questions par contre. Sur la conversation? Je ne vois pas. Non. De toute façon, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tout le monde voit le... Est-ce que tout le monde a le lien? Oui, le lien pour le questionnaire. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Parfait. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? On va attendre encore 1 minute ou 2. Et puis... Donc voilà, vous avez le lien également pour vous inscrire à notre webinaire sur la prévention du tabac. Également. Je tiens à vous remercier, Madame Lagarde, encore une fois, d'avoir accepté de venir témoigner sur notre webinaire. C'était une première et c'est vraiment très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a un message. C'est quelqu'un qui remercie. Donc, s'il n'y a plus de questions, du coup, on va vous laisser à vos occupations. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez, comme le disait Anne-Laure, hein, si vous avez des questions a posteriori, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà. Et puis, pour celles qui sont en âge, n'hésitez surtout pas, enfin, allez-y, faites votre dépistage. C'est très, très, très important et on a pu voir que voilà, le dépistage précoce est vraiment très, très important. Voilà. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, merci pour le témoignage encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.